Merci, chers collègues. Aussi, je tiens à remercier l'Académie pour m'avoir associé à ce colloque consacré aux libertés d'expression et libertés académiques en font bien partie. Et l'expérience de ce que est en train de vivre la Tunisie depuis 4 ans, donc dans sa transition, mérite réflexion à la fois au niveau théorique pour le sens du mot liberté, donc il peut changer de sens, donc il peut être menaçant, menacé, de même qu'elle peut évoluer en liberté retrouvée ou en liberté acquise aussi. Donc ce sont autour de ces jeux de mots, autour du sens de la liberté que va être axé mon propos. Évidemment, en tant qu'historien, je vais essayer de plus de dépasser le témoin ou l'acteur pour apporter une réflexion, étant une de mes spécialités, c'est-à-dire l'histoire du temps présent. Donc, il y a un début, 2011, et il y a une date, hier, puisque 2011, c'est-à-dire la fuite du dictateur, et hier, le démarrage de ce qu'on appelle la fin de la période de transition, puisque la Chambre des représentants du peuple a commencé hier en Tunisie. Et donc, il y a la transition, elle a une date de début et une date donc provisoire de fin pour une autre période. Et évidemment, la notion de liberté académique, donc elle a connu, donc depuis hier, on parle que ça remonte au XVIe siècle, donc elle a eu des évolutions et depuis le Moyen Âge, et elle a accompagné un peu la naissance des universités modernes, et elle a bien connu des évolutions aussi, à la fois des avancées et de régressions. Mais cette notion dans un pays nouvellement indépendant, même si ça date de 50 ans, cette indépendance, ce qui a voulu bâtir l'État national sur des notions de justice, des notions de liberté, sur l'enseignement, sur la libération de la femme, évidemment, n'était pas mise, c'est-à-dire à la fois, il n'y a pas de texte réglementant les libertés académiques dans les universités. L'université en Tunisie ne date que de 50 ans, même s'il y avait d'autres formes d'université, mais ce qui se faisait dans le cadre des mosquées. Mais en même temps, puisque l'État, le régime se base sur cette notion de libérer les esprits, donc à travers l'enseignement, on va, d'une manière générale, respecter ces libertés, les tolérer, tant que, évidemment, on ne porte pas de menace au régime en place. Donc, on ne peut pas dire qu'avant 2011, il n'y avait pas de liberté dans les universités. Mais tant que c'est-à-dire ça ne touche pas au fonctionnement du régime, mais donc, il y avait des tensions souvent, des contestations. Par exemple, depuis les années 90, lorsque nous invitons des honorables collègues, on nous demande deux pièces nécessaires, c'est-à-dire leur première page de passeport et un petit CV. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a eu un incident dans un colloque universitaire. Donc, il y avait dans les cartables qui ont été distribués, il y avait un texte où on parlait de corruption de la famille régnante. Donc, à partir de ce moment-là, pour éviter les invités qui peuvent déranger, qui peuvent parler de corruption ou peuvent critiquer le régime, donc on doit s'en méfier. Donc, pour ceux qui sont en Tunisie, on les connaît, mais pour ceux qui viennent de l'étranger, évidemment, il faut qu'on les connaisse avant qu'ils n'arrivent, pour pouvoir, évidemment, donc pour pouvoir les chercher par le système bureaucratique à ce qu'ils n'interviennent pas ou ne participent pas à ces colloques. Donc, évidemment, cette notion, elle était, je dirais que donc la notion de liberté apparaissait, donc pouvait être pratiquée, mais je dirais
sous le signe de la menace, c'est-à-dire qu'elle est là, elle existe. Donc, par exemple, aucune intervention dans les déroulements des jurys de thèse, par exemple, ou bien dans le choix des sujets. Alors que je sais par expérience, dans plusieurs pays arabes, certains thèmes on ne pouvait pas s'inscrire sur un certain nombre de thèmes. On peut pas, en Irak, pendant longtemps, on ne pouvait pas s'inscrire dans un sujet de thèse portant sur le Parti communiste irakien, par exemple. Ça ne peut pas se faire. Ou bien on ne peut pas être inscrit en tant qu'étudiant à l'université ou dans une faculté d'art si on n'est pas membre du Parti Baath. Donc toutes ces formes d'agression à la liberté académique n'existaient pas en Tunisie. Mais sauf que on essaye de contrôler ce qui se passe ou pour qu'on essaye d'intervenir d'une manière qui n'est pas dite, n'est pas juridique, mais au niveau de la gestion, comme je disais tout à l'heure, de certains nombres de colloques. Donc il y avait une pratique des libertés, mais c'est toléré, mais sans qu'il y ait des juridictions, bien que la loi ne parle de liberté académique. Évidemment, cette situation va être mise à l'épreuve au lendemain de 2011. Donc comment, une fois les libertés retrouvées, parce que de toute façon, même pour ceux qui connaissent les universités tunisiennes, à l'intérieur des principales facultés, à l'entrée de chaque faculté, il y avait un poste de police. Poste de police, officiellement pour garder le calme, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas, parce qu'il y a eu, le prétexte c'était qu'au cours des années 80, il y a eu des affrontements entre groupes étudiants de diverses opinions, notamment l'extrême gauche et les islamistes, mais évidemment, ça a justifié, on commence à banaliser cette présence puisqu'on a également donné à ces postes de police la possibilité de régler, par exemple, les passeports des professeurs, les cartes d'identité, etc. Donc, on leur a donné d'autres fonctions non répressives, disons, donc de facilité au lieu d'aller en ville ou perdre du temps. Donc, ces postes de police, mais c'est devenu un élément du paysage politique de ce que certains avaient appelé l'autoritarisme ou la douce dictature. Donc c'était dans ce paysage-là qu'avaient évolué les libertés dans les universités. Mais une fois donc ce qui s'est passé donc en 2011, une fois les libertés retrouvées, quel statut ou quelles sont les décisions qui vont être prises? Évidemment, on ne va pas oublier que tous ces éléments-là, il faut leur donner, c'est-à-dire il faut les dépasser. Parmi les premières décisions qui vont être prises 2 semaines après la mise en place d'un nouveau gouvernement de transition, c'était l'élimination pure et simple de ces postes de police. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de postes de police dans les universités tunisiennes et donc elles sont gérées directement par les instances, à savoir les conseils scientifiques, à qui il y avait sur 200 établissements, il n'y avait que quelques établissements qui bénéficiaient de droit d'élire le doyen, mais la majorité, je dirais à 80%, on les appelait instituts pour pouvoir ainsi nommer le directeur de l'institut ou de l'école supérieure. Donc une des décisions qui va être prise, c'est l'extension du principe électif de toutes les instances, de même qu'on avait libéré tous les étudiants qui étaient cette fois-ci, donc certains pour des idées, donc pour répression d'idées, parce qu'ils ont été des étudiants syndicalistes, mais aussi il y avait parmi eux un certain nombre d'étudiants pour des idées extrémistes, surtout je parle là des salafistes ou bien des groupes religieux qui étaient donc dans le passé Ben Ali comme étant c'est pour cela qu'il était bien vu en Occident, c'est qu'il jouait un rôle important dans l'arrestation de ces salafistes. Donc alors là, donc je dirais, dans le sillage de ces libertés retrouvées, évidemment, la liberté peut profiter aux uns et aux autres, et chacun à sa manière. Il y a eu plus, dans cette phase-là, d'agression, où la liberté devient une menace, c'est-à-dire que dès les
premières semaines. Donc ces idées-là, c'est les idées d'attaque contre les démocrates, notamment. Donc ça va démarrer par des cris, des menaces contre la grande synagogue de Tunis. Donc il n'y a pas eu d'attaque à l'intérieur, mais donc on a commencé à attaquer la synagogue par le verbe, comme quoi nous sommes revenus, donc c'est-à-dire ceux qui ont quitté les prisons, nous sommes revenus pour à la fois libérer le pays, mais libérer la Palestine. Donc la confusion peut se faire, mais ça s'est passé devant la grande synagogue de Tunis. De même, des attaques contre les bars pour dire que on ne boit pas, on ne voit plus. La révolution, ça veut dire qu'on ne va plus boire du vin, donc alors que les Tunisiens sont réputés, pourtant dans un pays musulman, mais c'est des gens qui s'amusent bien. Aussi des attaques contre les quartiers réservés, puisque de toute façon ces femmes-là, donc évidemment, sont des groupes facilement attaquables parce qu'elles font, entendons, c'est pour eux donc du péché. Donc les attaques, de même, mais ça ne va pas s'arrêter au bar contre le vin, ou bien contre la consommation du vin, ou bien contre les femmes des quartiers réservés, ou bien contre les juifs, contre ce qu'on supposait être, mais aussi ça va toucher évidemment les cinéastes, les intellectuels. Donc l'attaque contre Nouri Bouzid, je le cite parce qu'il a fait ses études ici à Bruxelles, saccage aussi de cinéma pour la diffusion de films, mais attaque également en pleine campagne électorale d'une chaîne de télévision parce qu'elle avait osé passer un film Persepolis, qui n'était pas bien passé dans les salles de cinéma à Tunis, mais c'est la rumeur, donc les gens ne voient pas, n'ont pas vu ce film, ni dans les salles, ni à travers la chaîne, mais c'est la rumeur en période de transition où, voilà, ce que dit le film, il attaque Dieu, c'est la représentation de Dieu et des manifestations qui vont servir surtout le parti islamiste à gagner les élections. Et d'où le passage à de liberté sous le signe de menace, mais menace pour le régime, à notre définition de la liberté retrouvée, on va passer à la liberté menacée. Pourquoi? Parce que ces actes vont continuer donc de groupes incontrôlables, mais cette fois-ci parce que le pouvoir va être pris par le parti islamiste qui a gagné les élections, démocratiquement les élections, et qui ne va pas arrêter parce qu'il a été élu démocratiquement, mais en même temps, il va légitimer ces actes-là, puisqu'il va essayer d'utiliser ces groupes-là pour élargir sa base et en même temps comme une possible réserve électorale pour les élections à venir, puisque les élections d'octobre 2011 étaient prévues comme des élections pour l'Assemblée constituante. Donc il s'agissait à l'époque de passer seulement une année pour rédiger la Constitution et par la suite organiser les élections qui viennent de se dérouler. Donc c'était prévu que ces élections se déroulent non pas en 2014, mais juste une année après, en 2012. Donc c'est à ce moment-là que ces actes, donc au départ non contrôlés, vont se passer pratiquement quelques jours après les élections, même si ces salafistes ne croient pas au principe des élections, paraît-il, n'ont pas voté, mais ils peuvent voter dans une situation où donc le parti islamiste qui a participé aux élections voudrait élargir sa base sociale éventuellement par ces gens-là. Donc il va les laisser faire et c'est une des lieux où va se passer la tentative de mise au pas de la société. Ça va passer par l'université parce que c'est un terrain plus libre où on peut à la fois, c'est-à-dire c'est un lieu de contestation sous la dictature, les universités, on va l'utiliser aussi pour commencer à mettre au pas toute la société et d'où ces fameuses agressions qu'avait subi mon université. Donc je ne vais pas faire l'évocation de tout ce qui s'est passé puisqu'il y a désormais un livre donc, qui on parle de tout c'est-à-dire remonte à toutes ces péripéties-là. Donc j'en ai quelques exemplaires pour ceux qui veulent l'acheter. Ce n'est pas de la publicité, mais pour vous donner une idée de ce qu'a vécu la Tunisie. Mais donc c'est sous forme de menaces, à la fois autour des thèmes dont certains ont été évoqués hier,
Par exemple, un professeur d'histoire de l'art qui enseigne enseigne évidemment toutes les représentations, elle utilise des tableaux. On va lui reprocher, donc, dès le 23 octobre, donc, en pleine campagne, 23 novembre, donc un mois après les élections, donc à Kérouan, elle est attaquée par ses étudiants. Pourquoi? Parce qu'elle a osé montrer un tableau de la chapelle Sixtine. Donc, si vous voulez, un professeur d'histoire de l'art, donc s'il ne montre pas des fresques ou bien des tableaux, donc il aurait raté son cours. Donc là, on l'est prise par ses étudiants et on va lui imposer c'est-à-dire de renoncer à cela et dire qu'elle était vraiment musulmane parce que représentée, donc elle doit faire la shahada pour dire que, chose jamais vue dans un pays musulman même, si on l'est, on ne l'est pas, mais en tout cas, jamais qu'un professeur doit montrer tout d'abord, avant de faire son cours, qu'il est qu'il a une foi ou qu'il croit en Dieu. Donc c'est un élément quelque chose qui va se passer. Et à Kérouan, dans un institut des beaux-arts, et la collègue jusqu'à ce jour, elle ne revient pas parce que pour l'avoir fait, donc elle est passée dans des difficultés au niveau psychique. Autre forme, c'est ce qu'a vécu ma faculté, c'est d'imposer à l'administration d'accepter ou aux professeurs d'accepter à ce qu'une partie des filles, non pas avec le foulard, même si je considère personnellement c'est une régression par rapport tel que vécu dans le contexte tunisien, je ne parle pas du contexte européen, mais en Tunisie c'est une forme de régression, même le foulard, mais on est passé en niqab, c'est-à-dire avec le visage entièrement donc dévoilé, et donc c'est devenu donc synonyme. Comment vous imposez à ce que ces filles-là se dévoilent alors que nous sommes dans un pays en révolution? Donc, et la révolution veut dire que vous pouvez vous faire tout ce que vous semble être valable, donc d'après vous. Donc, également, mosquée. Il faut que l'autre demande, c'est que dans toute institution, c'est vrai que la loi en Tunisie n'est pas claire dans l'interdiction, de même qu'elle n'impose pas l'existence d'une mosquée au sein d'une université. Là, de toute façon, puisqu'il y a une révolution, et la révolution, l'interprétation qui lui a été donnée, c'est que c'est une révolution pour que le pays devienne plus musulman qu'il ne l'a été, parce qu'il a été aliéné, occidentalisé par les régimes successifs, à commencer par Bourguiba, c'est-à-dire le père de l'indépendance. Donc, également, la mixité. C'est une école. Pourquoi? Donc, dans un pays musulman, donc il faut qu'on arrête la mixité, aussi bien des étudiants, mais aussi dans le rapport entre professeurs et étudiants. Et nous sommes passés à des formes de violence. C'est que nous avons assisté, dès le mois de novembre, décembre 2011, à ce que certains étudiants, les étudiants qui prônent ces idées-là, qu'une fois, s'il leur arrive d'entrer en cours, s'ils trouvent que le professeur est une collègue femme, donc ils tournent le regard vers le mur, donc, et non pas vers le professeur. Donc ce sont des formes, ce n'est pas des paroles, mais ce sont des entrées de violence. Vous avez une partie des étudiants devant vous qui vous regardent, qui communiquent avec vous. Une partie ne vous regarde pas, ou bien, en tout cas, vous ne pouvez pas voir c'est-à-dire leur visage pour voir est-ce qu'ils sont en train de vous suivre. Donc déjà, puisqu'il y a le voile intégral qui vous empêche de le faire, elles peuvent le faire, mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Et d'autres étudiants qui sont là, mais ne vous regardent pas, refusent de vous regarder parce que vous êtes de sexe différent. Donc c'était dans cette ambiance-là qu'il y a eu tout un débat qui a duré, mais lorsque c'était convaincu que l'administration ne va pas céder, on est passé à l'acte. Et le 28 novembre, donc c'est les quartiers périphériques de l'université, donc il y a eu un appel
donc de ces groupes-là, et ont investi l'université le 28 novembre 2011. Et il y a eu toutes les péripéties qui ont été à la fois d'agression, de tentatives de me bloquer dans mon bureau, etc. Donc j'en passe parce que je remercie les moyens d'information en Belgique. Je sais qu'ils ont fait aussi bien audiovisuel que la radio, ont fait c'est-à-dire ils ont informé l'opinion sur ce qui s'est passé. Mais là, nous sommes passés à la phase de la violence et à l'occupation pendant plus d'un mois des bureaux de l'administration et de mon bureau, et jusqu'à ce que nous avons arrêté le cours pendant un mois. Donc c'est cette période, évidemment, ce sont des agressions qui ont touché également, qui ont pris d'autres formes dans d'autres universités, ou bien un collègue, ça a touché aussi les artistes, des collègues archéologues qui, d'habitude, enfin, comme dans tout le pays, c'est les églises ou bien c'est les lieux publics où on voit toutes les manifestations de la beauté des arts, donc sont empêchés d'entrer dans les mosquées pour étudier l'art islamique. Pourquoi? Parce que si vous voulez étudier l'art, donc vous devez, avant de commencer la démonstration, ou le professeur, avant de commencer la démonstration ou l'étude de terrain, il doit faire la prière avec ses étudiants. Et nous avons un collègue qui a été humilié devant ses étudiants. Pourquoi il ose entrer dans la mosquée sans faire la prière avant d'entamer son cours? Donc c'est le collègue Nouri Bourchim, de même que des artistes, parmi eux des professeurs, ont été agressés au mois de juin 2012 dans des expositions. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines représentations pouvant toucher au sacré ou insinuer à des interprétations du Coran qui ne pouvaient pas être acceptées par les nouvelles personnes qui sont là pour légiférer ou d'interpréter à leur manière l'islam qu'ils entendent. Donc, dans ces moments difficiles, évidemment, il y a eu de l'autre côté, et nous passons aux libertés acquises. C'est grâce à cette confrontation, cette résistance qui a permis évidemment l'apparition d'outils permettant un meilleur exercice des libertés. Et je dirais, chose qui constitue l'apport essentiel, plausible jusqu'à maintenant, depuis 3 ans, c'est les médias. Un rôle capital, important. En fait, avant, c'est plutôt les médias à l'extérieur ou bien la presse qui le faisait à l'extérieur. Mais là, c'est un rôle capital. Donc, l'exercice de la liberté ne peut être réel que lorsqu'il y a un rôle important des médias. Et ce rôle, couverture des événements, ce qui s'est passé et les luttes, c'est-à-dire à la fois les agressions aux libertés, mais aussi les gens qui défendaient ces libertés, professeurs, étudiants, enseignants, opinion publique. Également, un rôle aussi au niveau des instances juridiques. J'ai été victime d'un procès monté de toutes pièces, mais parce que les 2 filles niqabées avaient pu avoir un certificat prouvant qu'elles avaient été giflées par mes mains, alors que m'ont agressé dans mon bureau. Mais j'en passe. C'est pas ce qui est intéressant. C'est pas le plus intéressant. C'est l'attitude des juges, l'attitude des avocats, et ce qui a permis donc une résistance aussi bien chez les avocats que chez les juges lorsque on a voulu instrumentaliser le pouvoir, parce que le pouvoir islamiste avait les mains derrière ce procès. Donc il y a eu donc un rôle important, un rôle capital, parce que lorsque vous avez, donc, pour chaque événement qui se passait à la faculté, il y avait les médias qui le transmettaient, mais le gouvernement, et en l'occurrence le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Intérieur, à chaque fois, commentaient les événements comme étant c'est la responsabilité du doyen et des professeurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le pays est en révolution et que la révolution veut dire que toutes les libertés sont pour ceux ou celles qui les demandent. Donc, même le droit de déchirer le drapeau national, donc c'est une forme de liberté, et c'est le doyen qui en est la cause, parce qu'il ne veut pas résoudre les questions dans son université. Donc, pratiquement un appel à la vindicte, un appel. Donc, mais c'est d'où
l'importance et le rôle qui a été fait par aussi la société civile, parce que au-delà de ces événements se passaient, mais il y avait à chaque fois un rôle important et capital joué par les enseignants, par les étudiants, mais aussi par la société civile qui en prenait acte et puis qui suivait ces événements comme étant des événements qui concernent l'ensemble de la société. Les libertés académiques ne peuvent devenir réelles que lorsqu'il y a une acceptation au niveau de la société, d'où ce rôle qui a été joué, notamment à chaque fois, parce que c'était un procès fleuve qui a duré presque une année. Il y a eu à chaque fois une mobilisation et ça a touché également non seulement la société civile tunisienne, mais aussi tous ceux qui étaient sensibles à cette question. Et j'en parle, je profite ici parce que si je suis connu en Belgique, c'est grâce à des collègues, aussi à des avocats belges qui ont fait à plusieurs reprises des déplacements pour être présents dans ces différentes péripéties de ces procès-là qui s'est déroulés en Tunisie. Et aussi, c'est-à-dire l'apogée de ces luttes-là se sont concrétisées. C'est ces luttes-là qui ont permis à ce que la nouvelle constitution, votée avec beaucoup de difficultés, suite à des assassinats de personnes, d'éminents dirigeants, mais aussi apparition c'est-à-dire d'actes terroristes contre des policiers, contre des soldats, ça a permis à ce que cette constitution, pour la première fois en Tunisie, intègre ces notions de liberté, à la fois de liberté de penser, puisqu'il y a un article, vous savez, dans un contexte, dans une constitution, c'est pas ici ce que nous pensons, chacun de mes collègues il dit voilà ce que je pense moi, mais c'est une constitution, c'est un texte politique, c'est un texte constitutionnel, il est le fruit d'un rapport de force, mais force est de constater que la liberté de conscience, elle est bien, c'est-à-dire, est bien mentionnée dans l'article 6, qui est dit que l'État est gardien de la religion. Bien, évidemment, on regrette que ce n'est pas de toutes les religions, on dit la religion, donc entendons par là la religion musulmane, mais évidemment, c'est un texte qui tient compte des rapports de force. On ajoute, vous allez trouver, donc c'est une proposition de phrases qui dénote du rapport de force entre les forces en présence, entre les partis politiques en présence. L'État est gardien de la religion, il garantit la liberté de croyance, de conscience et le libre exercice des cultes. Il est le garant de la neutralité des mosquées et des lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane. L'État s'engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance, à protéger les lieux sacrés et à interdire d'y porter atteinte, comme il s'engage à interdire les campagnes d'accusation d'apostasie et l'incitation à la haine et à la violence. Il s'engage également à s'y opposer. Également pour les articles relatifs aux libertés académiques, l'article 31, donc les libertés d'opinion, de pensée, d'expression, d'information et de publication sont garanties. Ces libertés ne sauraient être soumises à un contrôle préalable. L'article 32, le droit d'accès à l'information est garanti. Il est dit également, l'État œuvre à garantir le droit d'accès aux réseaux de communication. L'article 33, donc il est nouveau par rapport à toutes les anciennes constitutions, les libertés académiques et les libertés de la recherche scientifique sont garanties. L'État fournit les moyens nécessaires au développement de la recherche scientifique et technologique. Donc, c'est la première fois où le mot de liberté académique est stipulé d'une manière claire. Évidemment, ce n'est pas suffisant puisque ça reste toujours de l'ordre. Donc, la vigilance doit être toujours de mise. Mais je pense que ce qui s'est passé durant ces 4 dernières années, montrer, même si, comme j'ai dit, il y a la Constitution, il y a des articles où il y a une certaine ambivalence, mais en même temps, il est dit qu'aucun texte ne peut à lui-même garantir la vraie liberté, parce que la liberté reste toujours, peut être instrumentalisée, et donc d'où, par les forces qui peuvent être contre la liberté, mais il est important de signaler que ces luttes pour
accroître, enfin, pour mettre en pratique au niveau des textes. Donc, on donnait des premiers résultats, que la vigilance reste de mise. Il faut rester vigilant, même dans les pays, c'est-à-dire bien ancrés dans la démocratie. Il y a les exposés qui m'ont précédé le montrent, mais en tout cas, la Tunisie a montré, suite aux dernières élections législatives, qu'on peut aussi défendre des acquis par la voie démocratique, par des élections, et il en reste encore du chemin. Je vous remercie.